Alors, toujours des groupes. Le cardinal d'une quadrique. Alors évidemment, bon, ce qu'on va appeler quadrique là, c'est quand on va prendre une forme quadratique et que on va regarder l'ensemble des solutions de Q de U égale une constante. On va dire que ça c'est une quadrique, mais sur un corps fini, comme ça on est sûr que le cardinal, forcément, il est fini. Alors, on va être sur FQ avec Q impair, ça c'est important. Donc on va prendre petit q et puis la forme quadratique, on va l'appeler grand Q. C'est une forme quadratique non dégénérée, on va supposer. Et on a ce théorème qui est important, bon, normalement, à la grecque, on le voit, même s'il n'est pas explicitement au programme, mais au moins pour l'oral, on a une forme quadratique non dégénérée sur FQ puissance M, alors il existe une base dans laquelle la matrice de cette forme quadratique est de la forme soit ici que D1, soit que D1 avec un zeta où on a fixé zeta non carré, puisque Q est impair, il y a un non carré. Et c'est comme pour Sylvester, hein, bon, ça, tout le monde connaît Sylvester, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de la base. Donc c'est comme Sylvester, sauf que la signature, c'est 1 ou zeta au lieu d'être un couple RS. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça ne dépend pas de la base. Hein, parce que, voilà. Alors, c'est lié effectivement, hein, à la notion d'équation en arithmétique, puisqu'on essaie de résoudre une équation, on veut savoir le nombre de solutions d'une équation sur FQ, et ensuite, c'est lié au groupe, parce que finalement, on est en train de regarder Q modulo congruence, donc modulo l'action de GLM de FQ par congruence. Voilà. Alors, les applications de ce théorème, eh ben, dans les nouvelles histoires hédonistes, le chapitre 5, hein, l'annexe du chapitre 5, vous avez une preuve de la loi de réciprocité quadratique de Gauss, c'est-à-dire le symbole de Legendre PQ, c'est presque le symbole de Legendre QP, bon, modulo un truc qui est très souvent 1, et ça se fait grâce, en comptant justement le cardinal d'une quadrique. Donc, bon, c'est vraiment complètement lié aux équations en arithmétique. Donc, je pense que c'est assez plaçable, ce truc-là. Voilà. Alors, en fait, en quoi l'action par congruence sert? C'est parce que ici, on va faire un changement de base et on sait qu'on va avoir, donc ici, on a une base 1, 1, 1, et on va pouvoir se débrouiller à avoir une base plus agréable, dont on va savoir grâce à ce théorème que c'est congruent à ça, avec de la forme, au lieu que ce soit une somme de carrés, que ce soit de la forme x1, y1 plus x2, y2 plus etc. xn, yn plus a, zn carré. D'accord? Où 2n plus 1, c'est égal à m. Voilà. Donc ça, c'est des variables. Alors pourquoi ça, c'est plus facile à compter? C'est plus facile quand on est sur cette base-là, c'est plus facile à compter parce qu'on va fixer un nuplet de xi et là, on tombe sur un hyperplan. Voilà. Donc là, et ça, un hyperplan en fini, c'est très facile à compter. Donc voilà cette histoire. On le compte de deux manières, hein, évidemment. Une fois avec la formule des classes en faisant agir z sur pz comme tout à l'heure, c'est-à-dire z sur pz agit par permutation circulaire, ou alors par changement de base ici. C'est assez sympathique comme type de résultat, donc, et ça rentre là complètement dans ce cadre-là. Alors, un autre truc, alors là, ça c'est plus difficile, c'est dans H2G2, celui de 2015, donc 2015, ici le tome 2, hein, et dans le chapitre 4. Alors ça, on regarde encore des nappes quadratiques, hein, donc l'ensemble des U de FQ puissance M, tel que Q de U égale 0, et le cardinal,
Alors, si m est impair, est égal à 2n plus 1, le cardinal, c'est égal à petit q puissance 2n. Alors, bon, comment ça se montre? Encore grâce à une action de groupe, mais cette fois-ci, on regarde l'action du groupe orthogonal pour grand Q. Et là, on a deux orbites. Il y a l'orbite nulle, évidemment, puisque U égale 0, ça va être une orbite à elle toute seule, hein, pour l'action. Donc, je vous fais remarquer que l'action est bien définie. Si vous prenez U tel que Q de U égale 0, ben, comme vous prenez G dans O de Q, ben, Q de G de U, c'est Q de U, puisque G respecte Q, évidemment, et donc ça va faire égal 0, hein, d'accord? Donc on aura bien 0. Donc ça agit bien sur la nappe, et bon, on a des théorèmes pour ça qui nous disent, oh, il y a le théorème de Witt, mais c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin que le théorème de Witt. En tout cas, le théorème de Witt, il permet de le faire très, très rapidement. Mais on peut avoir des sous-théorèmes de Witt, bon, je veux dire, adaptés à ce groupe orthogonal, au fait qu'on est sur un corps fini, et qui vont prouver que on a une action transitive sur la nappe moins 0. Donc il y a deux orbites, et là, à partir de ce moment-là, c'est pas difficile de calculer le cardinal et de montrer que ça vaut ça. En fait, c'est Q2n moins 1 plus 1, si on doit regarder sous la forme de la réunion disjointe des deux orbites. Voilà, donc on a dit pas mal de choses sur groupe et arithmétique. Hein. Bon, j'ai envie d'arrêter là. Maintenant, on va regarder des choses un peu plus en vrac. Alors maintenant, en vrac. Bon, d'abord, ce qui aurait pu faire partie de groupe et arithmétique, c'est le nombre de solutions d'une équation dans un groupe fini en lien avec la table de caractères. Alors ça, vous pouvez voir, il y a une vidéo de mon étudiant Lucas qui est vraiment excellente. Vous pouvez le voir ensuite écrit comme référence sur les nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, le chapitre 14, l'exercice A14. Voilà, on regarde dans un groupe l'ensemble des m-uplets x1, xm de produits l'élément neutre dans un groupe fini, tel que chaque xi est dans une classe de conjugaison fixée qu'on appelle CI. Voilà. Et bien, le fait que ce soit dans une classe de conjugaison, le fait que ce soit stable par conjugaison, va faire que la table de caractères peut le voir, et parce qu'elle voit tout, la table de caractères, à condition que ce soit compatible avec les classes de conjugaison. Et on peut le faire, et on peut tirer ce nombre-là, ce cardinal-là, donc qui est lié bien sûr, c'est encore une équation en arithmétique, et c'est lié à la table de caractères. Voilà, bon, c'est un peu difficile, c'est un peu impliqué, hein, quand même, mais ça se fait en 15 minutes, c'est un développement qui peut se faire dans les temps. Regardez la vidéo, elle est en 15 minutes. À ce sujet, il y a des équations différéntielles qui viennent de la théorie des représentations. Par exemple, quand on écrit que le cardinal du groupe, l'ordre du groupe, c'est la somme des carrés des degrés des caractères irréductibles, eh bien, c'est une équation différéntielle qu'on est souvent amené à résoudre si on veut déjà commencer à imaginer les degrés des caractères irréductibles qu'on va placer dans la table de caractères. Bon. Encore autre chose, le cône nilpotent, c'est-à-dire l'ensemble des matrices n de Mn de Fq, donc de taille n, carré de taille n, sur un corps fini Fq, tel que n puissance petit n égale 0, donc ça va être toutes les matrices nilpotentes, hein, plus par Keller-Hamilton, et ben bon, donc encore une fois, c'est une équation en arithmétique, et là, c'est le lemme de Fitting. Avec le lemme de Fitting, vous pouvez le voir dans CVA, c'est fait la méthode la plus simple hein, dans le carnet de voyage en algébrie. Hein, c'est que le cardinal de n, c'est une puissance de q, c'est q puissance n, n-1. Voilà, c'est une récurrence sur n, et le fait qu'on sache quel est le cardinal du groupe linéaire, et
le fait qu'on connaît le lemme de fitting, c'est-à-dire qu'on a une décomposition de tout endomorphisme en une partie nilpotente et une partie inversible. C'est en fait un sous-lemme des noyaux. Le lemme des noyaux, il va regarder tout le spectre, mais là, c'est un lemme des noyaux qui va dire je regarde le spectre nul et je regarde le spectre non nul. Donc non nul, c'est les inversibles, et nul, ça va être les nilpotents. Voilà, et on divise ça, hein, on a une somme directe par le lemme des noyaux, et ça s'appelle le lemme de fitting. Et grâce à ce petit lemme de fitting, qui est pas difficile, hein, je vous dis, c'est un sous-lemme des noyaux, on arrive par récurrence à obtenir ce truc-là. C'est assez joli. Alors après, on part dans des en puissance, c'est-à-dire que je ne savais pas où le placer parce il y avait le linéaire, le quadratique, et après quoi? Bah, après, il y a les degrés quelconques. Alors il y a le théorème de Chevalley-Warning qui, quand on a sur un corps fini un système d'équations polynomiales, on peut calculer modulo P, modulo la caractéristique du corps, le nombre de solutions. Donc si on sait qu'il y a une solution triviale, par exemple 0 est solution, si le système est homogène, alors on peut dire qu'il y a des solutions non triviales, parce qu'on peut dire que P divise le cardinal de l'ensemble des solutions. C'est très bien fait, je trouve, dans le Zavidovic. Et d'ailleurs, après, il y a un petit corollaire qui est un théorème de Erdos, Oh, come sta? Ginzburg, Sehr angenehm. et puis Zev. J'ai J'ai pas envie d'écorcher son nom. Voilà. Mais regardez donc dans le Zavidovic, ça rentre complètement dans ce cadre-là. Bien sûr, on a envie de terminer sur l'équation de Fermat. Xn plus Yn égale Zn. Vous allez avoir le théorème de Sophie-Germain qui est assez bien fait. On va le trouver dans le grand livre L3 de... Oh, bah tiens, je l'ai là. Il est ici. Voilà, Daviva Spirglas avec toute une bande de gens que je ne vais pas citer. Bon, c'est un gros pavé. On trouve ce truc de Sophie Germain. Et ah tiens, j'en profite pour vous montrer. Regardez ça, si vous voulez. Ça c'est la Bible. Et pourtant c'est vraiment un petit missel. Hein. C'est mignon. Cours d'arithmétique de Serre dans la collection Sup, presse universitaire. Voilà. Alors, oui. Alors Sophie Germain. Alors bien sûr, de façon culturelle, il y a la théorie de Coumer avec la notion de P régulier. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le problème d'agrég externe de 2019 qui donnait une bonne idée de... Bon, mais il faut aller à la fin, évidemment. Hein. C'est pas la partie du problème qui vous juge, c'est la partie du problème pour la culture générale, qui introduit la notion d'éléments P réguliers et qui montre comment, en fait, on se sert du fait que la factorialité est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans les anneaux, mais en revanche, ce qui est très courant, c'est d'avoir une décomposition unique en idéaux premiers, et ça c'est assez facile à obtenir, beaucoup plus qu'en nombres. C'est pour ça que les idéaux sont des nombres idéalisés, parce que eux, ils ont cette propriété de factorialité à moindre frais, en quelque sorte. Et du coup, les idéaux, ils ne sont pas forcément principaux, mais quand même, ils peuvent l'être presque. Et c'est intéressant cette notion de P régulier. J'espère que dans une vidéo, j'aurai l'occasion d'en parler de toute façon. Mais ça sort complètement du cadre de la leçon d'agrég. Voilà, on a vu des trucs, une étoile, deux étoiles. Je pense qu'il faut quand même savoir placer du degré 1, savoir placer un petit peu de degré 2, et puis savoir bon, que les actions de groupe, ça peut nous aider. Le théorème de Chevalley-Warning, oui, il est quand même pas mal, je le conseille.
Et puis sinon, ce que je vous ai ajouté, c'est des goodies que vous pouvez glaner à droite à gauche ou que vous pouvez rejeter en bloc. Ça, il n'y a, y a rien d'obligé. Le tout, c'est toujours pareil. Dans une leçon, c'est que les pieds touchent bien par terre et puis que vous sachiez ce que vous racontez. Hein, ça, c'est sûr.